Donc voilà, donc nous sommes ensemble aujourd'hui pour commencer le module gestion de stress. Donc gestion de stress ou plutôt gestion des émotions. Donc pendant ce module, nous allons voir plusieurs points intéressants qui sont tout d'abord le stress. On va d'abord parler un peu du stress. Qu'est-ce que c'est le stress? Qu'est-ce que ça représente pour vous, pour la société? Quels sont les impacts du stress? Parce que le stress est l'un des maux principaux aujourd'hui de notre société. Donc, c'est intéressant de s'atteler vraiment sur ce point. Et on va voir ensuite les émotions. Les émotions, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Comment ça se manifeste dans le corps? On va essayer de comprendre un peu mieux ça. On va voir aussi ensemble que nous sommes la clé du problème. Et oui, ça, c'est pas toujours évident à prendre en compte, mais en fin de compte, on va voir en quoi c'est nous qui sommes la clé du problème et de notre mal-être. Et puis, on va voir ensemble la gestion des émotions ou gestion de stress principalement, avec quelques principes simples de vie à mettre en place dans notre vie pour se sentir mieux, pour apaiser ce stress qui est continu, qui revient sans cesse et toutes ces émotions négatives. Donc, on va avoir des principes simples. Et puis, nous allons voir, bien évidemment, toutes les techniques et outils, en tout cas une grande partie, qui peuvent nous permettre de s'apaiser dans un premier temps, d'un mal-être, d'une émotion négative, du stress, etc. etc. Donc, on va parler aussi un petit peu d'énergie, on va parler de respiration, respiration abdominale, de cohérence cardiaque. On va parler aussi de la relaxation. Nous allons voir aussi ensemble des formes de méditation assez simples et accessibles. On va parler de posture de puissance, de bouclier d'énergie. On va parler aussi de l'EFT, une technique qui est vraiment en train de se développer et qui fait vraiment ses preuves aujourd'hui, Emotional Freedom Technique. Et puis, nous allons voir une solution, un exercice qui nous permet d'effacer les souvenirs anxiogènes. Donc, on reviendra sur tout ça en détail. Et puis, à la fin de ce cours, nous verrons aussi des outils très simples à mettre en place pour gérer ses émotions, s'apaiser et se sentir de mieux en mieux. Donc globalement, ce module consiste à vraiment prendre en compte son mal-être, comprendre les émotions, comment elles se manifestent dans son corps, et de là, agir grâce à des outils. Donc, grâce à cette compréhension de notre corps, de l'impact des émotions sur notre corps et ce qui se passe dans notre tête, etc., on aura derrière, grâce à ces outils, la capacité d'agir de manière quasi instantanée, immédiate et simplement sur nos émotions, sur notre stress et tout ce qu'il y a de négatif, tout le mal-être qui se développe. Donc, nous allons commencer par le stress, comme je vous ai expliqué. Et nous allons pour cela avoir un petit temps d'échange. Donc, je vous invite à me dire pour vous aujourd'hui, qu'est-ce que ça symbolise le stress? C'est quoi le stress pour vous? Comment il se manifeste chez vous? Quel est selon vous votre niveau de résistance au stress? Est-ce que c'est quelque chose qui s'active tout de suite et que vous avez vraiment du mal à gérer? Ou avec l'expérience maintenant, vous arrivez un peu mieux à le gérer? Quelle est d'après vous votre source principale de stress ou les déclencheurs de stress? Et nous allons aussi échanger un petit peu ensemble sur votre résultat au test concernant le stress. Donc, Donc, nous avons pris ce petit moment pour échanger sur ces questions et les élèves en replay ont pu noter dans leur workbook tous les éléments par rapport à ces questions-là sur le stress. Et donc, nous poursuivons et nous allons rentrer un peu plus dans le vif du sujet et voir un peu, en fait, qu'est-ce que c'est le stress. Le stress, c'est tout simplement un mécanisme vital de défense sans lequel notre espèce n'aurait pas pu traverser les âges, dans le sens où face à une agression, face à une situation, une attaque dans laquelle on doit se protéger, c'est un mécanisme de défense de notre corps. En général, comment ça se manifeste, et en tous les cas à l'époque, vraiment ce qui se manifestait, et vous l'avez peut-être déjà ressenti, ce sont des contractures musculaires. Vraiment, on va tout d'un coup être crispé, mal. D'ailleurs, je vous invite à vraiment observer votre corps en situation de stress. Vous allez, ou même quand c'est un stress un peu caché, dans le sens où on est dans le feu de l'action, qu'on a plein de choses à faire, qu'on pense à plein de choses et tout ça, si vous vous posez 2 minutes et que vous essayez de voir si votre corps il est détendu ou pas, vous verrez que
en fin de compte, vous avez une capacité à relâcher votre corps. Vous allez vous rendre compte que vous étiez pendant tout ce temps contracté et vous allez essayer de relâcher et vous rendre compte qu'en fait que tous vos muscles étaient complètement contractés par rapport à cette réaction face à une situation extérieure dans laquelle votre corps veut vous défendre, vous protéger par rapport à l'extérieur. Donc l'émotion primordiale liée au stress et à la survie est bien sûr la peur. C'est vraiment la peur, la plus grosse émotion qui génère tout ça, le stress. Et donc, à l'origine, le stress était un mécanisme de survie ultra rapide qui visait à nous faire adopter une des 3 attitudes de base face à un danger. Donc, on parle aujourd'hui d'une réaction face à une situation extérieure qui ne nous convient pas, qui nous fait peur, qui nous génère une émotion négative. À l'époque, on parlait d'un danger. À l'époque de l'homme de Cro-Magnon, des cavernes, etc. Et bien sûr, ça a évolué par nos temps modernes. Mais donc, il y avait 3 attitudes qui étaient engendrées par ce mécanisme de défense. Soit on rentrait dans l'attaque, donc face à un danger, on ripostait, on était prêt à attaquer. Soit on partait, la fuite, on fuit le problème, on fuit le danger. Soit complètement tétanisé par rapport à cette situation de danger et du coup on se retrouve immobilisé ou bien ce n'est pas qu'une conséquence, c'est aussi un acte choisi de s'immobiliser et de ne plus bouger face à un danger, donc de se cacher, par exemple. Et donc, vous voyez que ces comportements sont toujours d'actualité. Quand on a une agression, que quelqu'un nous prend la tête, que quelqu'un nous agresse, que quelqu'un nous envoie un message négatif ou cherche le conflit, on peut entrer dans l'attaque. On peut entrer dans l'attaque et riposter de manière verbale et envoyer aussi, nous, notre attaque de cette manière. On peut aussi fuir et faire la sourde oreille et faire comme si on n'avait rien entendu et parler d'un autre sujet. On a fui à notre manière des temps modernes. Et on peut aussi entrer dans l'inhibition. Et là, carrément, il ne s'est rien passé, j'ai rien entendu, je reste dans mon coin, je ne fais pas attention. Donc voilà un peu comment ça a évolué, mais à l'origine, vraiment, le stress, c'est un mécanisme de défense, ça permet de se protéger. Et on verra tout au long de ce cours en quoi nos émotions sont vraiment des alliés dans notre vie. C'est peut-être des fois perçu comme quelque chose de négatif qui nous fait du mal, qui génère un mal-être en nous, mais quelque part, c'est aussi un allié dans la vie, ça nous protège de plein de choses, ça nous fait avancer, nous faire évoluer, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, les circuits du stress se déclenchent presque toujours à cause des mauvaises raisons. On n'est plus là, comme à l'époque, attaqué par un tigre, attaqué par un troupeau de loups ou je ne sais quoi. On n'est plus dans le même niveau de danger qu'à l'époque. Sauf que notre réaction par rapport à ces situations de danger, de stress, ces situations vraiment anxiogènes, etc., elle crée quand même cette réaction dans notre corps. Elle crée quand même ces contractions, elle crée ce mal-être. Et du coup, on adopte les 3 comportements qui sont aujourd'hui, l'attaque, ça va être des colères, cris, violence, tout ce qui est fuite, ça va être l'évitement, le refus, la soumission, enfin plutôt l'inhibition, excusez-moi. Donc l'évitement, le refus. Et pour ce qui est de l'inhibition, comme je vous ai expliqué juste avant, c'est vraiment là, on va s'effacer et on va être dans la soumission, on va subir la situation et on va complètement s'inhiber. Alors, les déclencheurs de tout ça, du stress, peuvent être la peur, le chagrin, la tristesse, des problèmes, quels qu'ils soient, d'argent, de famille, de travail, etc. Aujourd'hui, il y a l'AESS, Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, qui explique en fait qu'il y a un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. Par cela, l'AESS essaye d'expliquer le stress aujourd'hui. Alors, voyant cela, on va prendre un petit moment pour échanger et puis pour faire part de nos ressentis. Et donc, les élèves en replay vont prendre des notes dans leur workbook. Et donc, nous poursuivons après ces échanges sur quelques chiffres clés par rapport au stress aujourd'hui. Alors, ces chiffres-là sont quand même assez importants à avoir à l'esprit. Il faut savoir qu'un Français sur 5 se sent quasiment toujours stressé. Donc, c'est quand même une bonne partie de la population. 60% des Français sont stressés par leur travail. Donc, on l'a un peu fait ressortir tout à l'heure. Hein, le travail est quand même une des sources majeures de stress. Bon, c'est compréhensible puisqu'on y passe tout notre temps.
On passe beaucoup de temps au travail, beaucoup de temps dans notre lit et un petit peu de temps avec notre famille. Donc, c'est normal que ça nous prenne aussi beaucoup de stress. 12 millions de Français déclarent mal dormir. Pour la plupart, ce sont des problèmes liés au stress. 50% des Français stressés prennent des médicaments ou ne font rien pour maîtriser leur stress. Donc, en fait, les personnes stressées n'ont peut-être pas connaissance de nos techniques, d'autres techniques, des médecines non conventionnelles qui peuvent aider dans la gestion du stress. Et donc se dirigent naturellement vers un médecin ou autre pour avoir recours à des médicaments pour faire face à leur stress, alors qu'il existe des outils, comme on va le voir, qui permettent de gérer le stress et d'apaiser ce mal-être et ces troubles qui se manifestent dans notre corps. On note aussi que ce sont les catégories CSP+, donc c'est les catégories sociales un peu supérieures, et les femmes et les personnes de plus de 50 ans qui sont les plus touchées par le stress. Ça, c'est aussi un fait intéressant à noter. Le recours à la médecine alternative a triplé entre 2013 et 2016. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, 50% des Français stressés font appel aux médicaments, mais d'un autre côté, on a aussi la balance qui commence à se développer sur toutes ces techniques alternatives de bien-être. 83% des Français estiment que le stress a des conséquences sur leur santé. Donc, il y a une énorme prise de conscience. Donc, il y a énormément de stress, mais les gens prennent de plus en plus conscience de ce problème, comme quoi le stress, c'est le nouveau problème de santé de notre société, le nouveau, vraiment, le mal de notre société. Et des personnes prennent de plus en plus conscience qu'il y a des solutions pour ça, pas que les médicaments, et qu'on peut faire des choses à notre niveau tous les jours, par une routine, par un fonctionnement différent, pour aller de mieux en mieux. Et 10 millions de Français se sentent stressés. Globalement, voici les chiffres. Alors, je vais vous expliquer un petit peu de la manière la plus simple possible, le mécanisme de réaction par rapport au stress. Alors, le stress, à la base, est positif, puisqu'il déclenche une réaction dans notre corps qui s'auto-régule. Donc, c'est bien aussi que notre corps ne reste pas toujours au repos, qu'il soit sollicité et qu'on fasse fonctionner des choses dans notre corps et qu'il s'auto-régule après. Ça fait fonctionner vraiment tout l'organisme. Donc, dans une situation de stress classique, excusez-moi, on a donc la situation de stress. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une alarme lancée à notre corps. Vous voyez, comme on a expliqué tout à l'heure, le mécanisme de défense. Mécanisme de défense, donc ça va passer par une phase de préparation à l'action. Donc là, on a le palier, si vous voulez, où là, tout va bien, il ne se passe rien dans notre vie. Et là, phase de préparation, bam, on bascule. Là, on se prépare, notre corps, il réagit, il prend des forces. Ensuite, on se prépare à l'action et après, pourquoi faire? Pour aller mobiliser toutes nos défenses et réagir. Et donc là, on va monter en puissance et on va mobiliser toute notre force, toute notre résistance, toutes nos ressources pour aller réagir par rapport à l'agression, par rapport au stress, la situation qui s'est déclenchée. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a réagi, on a tellement mobilisé notre force que du coup, on a un moment, une phase d'épuisement. Donc là, on retombe, on tombe dans l'épuisement. Et petit à petit, donc voilà, vous voyez, notre corps a fait toute cette courbe, notre organisme a subi cette situation de plein fouet par ces différentes phases, et donc tombe dans l'épuisement. Et après l'épuisement, le corps va se régénérer de nouveau, jusqu'à revenir à son rythme de croisière. Comme si c'était rien passé, voilà, tout est rentré dans l'ordre. Sauf que ce qui se passe, c'est que des situations de stress classiques, on en a continuellement. Notamment si on est plus sensible au stress, si on a un fonctionnement, une manière de penser qui nous prédispose plus facilement au stress, eh bien, des petites situations anodines peuvent se transformer en stress et peuvent générer de plus en plus de situations de stress qui fait qu'on est sollicité, sursollicité par le stress. Et on rentre dans un stress qu'on appelle un stress négatif ou un stress chronique. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que là, cette fois-ci, le stress est omniprésent
Donc, en fin de compte, ce schéma que je vous ai montré de la réaction de notre corps, au lieu d'être dans l'alarme, la phase de préparation, on mobilise les ressources et après on a l'épuisement et on revient à la normale, et ben en fait, on n'a pas le temps de le faire, on n'a pas le temps de vraiment suivre toutes ces phases-là. En fait, on a à peine eu le temps de se remettre de notre épuisement qu'il y a une autre scène, une autre situation de stress qui arrive, etc., etc. Et du coup, on n'a jamais le temps de régénérer complètement notre organisme, nos forces et notre état. Et ce qui fait que du coup, eh bien, le stress aigu, c'est-à-dire un gros coup de stress qui arrive comme ça, peut être positif s'il est ponctuel, comme je vous ai expliqué, parce que ça fait réagir le corps. Et le corps, voilà, se met en action, s'autorégule, et ça fait fonctionner notre organisme. Sauf qu'un stress à répétition, un stress négatif, et quand on est sursollicité, surmené, etc., on appelle ça du stress chronique. Et là, du coup, on ne se régénère jamais et on est sans cesse épuisé. Et l'épuisement est de pire en pire. Et pire, tous les jours, ça s'aggrave, ça s'aggrave, ça s'aggrave jusqu'à temps qu'il y ait une situation catastrophique. Alors, le stress chronique, c'est des hormones de stress trop élevées. Ça peut conduire à l'épuisement, au burn-out, on va l'aborder un peu plus tard. C'est très mauvais pour la santé parce que ça déclenche des maladies cardiaques, des problèmes de pression artérielle, dépression, diabète, cholestérol. Ça intensifie les battements du cœur, donc du coup, on a une glycémie élevée, des défenses immunitaires affaiblies. Enfin bref, voilà, la résultante est très négative sur notre corps. Donc ça, ces deux mécanismes-là, je vous les explique, je vous les détaille là pour que vous commenciez un petit peu à comprendre le mécanisme du stress dans notre corps. Et on va rentrer encore plus en détail par la suite pendant ce cours. Alors, justement, par rapport au stress, quels sont les symptômes? Les symptômes sont divers, j'en ai mentionné quelques-uns ici. On retrouve les maux de tête, les maux de dos, les courbatures, blocage du dos, blocage du corps, des douleurs à l'estomac, diarrhée, constipation, etc., torticolis, dépression, difficulté à respirer, problèmes de digestion, troubles du sommeil, problèmes cardiovasculaires, hypertension, difficulté à s'exprimer, des problèmes de mémoire, problèmes de concentration, même des problèmes relationnels parfois, etc., etc. On dit que 80% des maux et maladies sont liés au stress et à nos émotions. Donc le stress, en fait, comme vous venez de le comprendre grâce à ce schéma, il épuise notre organisme et il utilise toute notre énergie continuellement. On ne peut pas recharger nos batteries. Et donc, on va voir ensemble, pendant toute cette formation, comment on peut atténuer le stress, comment on peut essayer de l'éliminer, le faire disparaître, le faire baisser dans notre vie. Et comment, de l'autre côté, alors on voit comment agir dessus, mais on va voir aussi comment récupérer. Comment on récupère, comment on recharge nos batteries qui sont épuisées par des situations de stress. Eh bien, c'est très simple. Déjà, une alimentation saine et une bonne hygiène de vie permettent déjà de recharger les batteries, déjà de garder l'énergie. Une bonne respiration, on va voir ensemble les outils de respiration, permettent aussi de beaucoup recharger l'énergie dans notre corps. Et toutes les techniques de gestion des émotions vont nous aider dans ce chemin. Alors, j'attire votre attention. Vous l'avez vu, la liste des symptômes, elle est très longue. Elle n'est pas exhaustive. Il y a des problèmes encore plus dramatiques, notamment l'AVC, la paralysie, etc. Petite parenthèse par rapport à mon propre vécu. J'ai j'étais embauchée dans une entreprise de cosmétiques pendant moins de 2 ans. Et cette expérience m'a conduit au burn-out. Mon burn-out à moi, comment il s'est manifesté? Il s'est manifesté par la contraction musculaire. J'ai eu cette chance parce que c'est quelque chose qui se remet très facilement, très rapidement. Hein. Au bout de plusieurs semaines, on a déjà des résultats et tout va beaucoup mieux. Donc en fait, moi, le stress, comment il s'est manifesté? Le stress accumulé, accumulé, accumulé par ses responsabilités, par ses problèmes relationnels en entreprise, par ce management qui ne me convenait pas, etc. Et bien à force, mon corps s'est crispé, crispé, crispé. J'étais dans l'évitement, j'étais dans la fuite, dans la soumission,
La soumission faisait que j'avais l'impression de subir ma vie, de ne plus être moi-même. Tout ça accumulé, la pression, toujours à me sentir sous le stress, l'agression, etc. et le danger, faisait que j'étais contractée. Et un jour, je me suis réveillée, je n'ai pas pu sortir de mon lit. Tous mes muscles, des cervicales jusqu'au bas de mon dos, étaient complètement, littéralement contractés. Et je ne pouvais pas bouger d'un demi-millimètre sans hurler de douleur. Donc, je suis allée à l'hôpital, enfin, difficilement, puisque je ne pouvais plus bouger de mon lit. Les pompiers sont venus, dès qu'ils posaient un orteil ou un doigt sur mon lit, ça me faisait crier de douleur. Ils ont dû passer une pochette sous moi pour la gonfler et m'enrober et que je ne bouge pas d'un centimètre et me transporter comme ça. On m'a amenée à l'hôpital. J'ai attendu toute la journée parce que bien évidemment, je n'étais pas prioritaire, hein, je n'étais pas en insuffisance cardiaque ou respiratoire ou autre. Hein. Donc j'ai attendu, on m'a donné des antidouleurs et j'ai fait des examens. Tout ça pourquoi? Pour qu'à la fin de la journée, comme tout problème de santé manifesté à cause des émotions, pour qu'à la fin de la journée, on dise que je n'ai rien, je n'ai pas de problème de santé, je n'ai rien, je n'ai qu'un banal torticolis. Donc là, voilà, typiquement, manifestation du stress, en fait, on n'a rien, c'est juste là-dedans que ça ne va pas et ça se manifeste dans le corps. J'ai eu 3 semaines d'arrêt et au bout des 3 semaines d'arrêt, j'ai commencé vers la fin de la 3e semaine à redevenir moi-même. Je suis retournée à l'entreprise, ça ne s'est pas bien passé et au bout de 3 semaines de nouveau en entreprise, j'arrive sur mon lieu de travail le matin et de nouveau, mon corps s'est bloqué et je ne pouvais plus sortir de ma voiture. Tout mon corps était bloqué. Encore une fois, j'hurlais de douleur, je ne pouvais plus bouger. Et encore une fois, mon corps a réagi à mes émotions. Mon corps s'est manifesté, mon corps m'a lancé une alerte. Et comme je vous le disais au début, heureusement pour moi, je n'ai eu que ces symptômes-là, je n'ai eu que ce problème-là. Et malheureusement, j'ai appris plus tard que les 2 personnes qui avaient occupé mon poste juste avant moi avaient fini par faire un AVC. Un AVC à cause du stress, à cause de la charge de travail, à cause des problèmes relationnels, etc., à convulser sur le sol et à être en partie paralysé par la suite, et alors avec tous les problèmes mentaux, intellectuels qui sont manifestés suite à ce drame. Donc c'est pour ça que c'est intéressant et que c'est important de comprendre le stress, comment il se manifeste et comprendre l'ampleur que ça peut prendre dans notre vie pour ne pas le laisser gagner du terrain. Le stress, il sera là. On le voit dans nos sociétés, et encore plus maintenant avec la crise du Covid. Le stress, il sera toujours là et on ne pourra jamais s'en séparer. Donc, ce qui compte, c'est de s'y adapter et de vraiment s'y faire et se préserver de ce stress avant qu'il ne nous détruise et qu'on arrive à une catastrophe. Donc, on va prendre un petit moment, maintenant que j'ai échangé, moi, sur mon expérience personnelle par rapport au stress, on va prendre un petit moment pour échanger ensemble. Et puis, les élèves en replay noteront dans leur workbook pour que l'on puisse savoir un peu, vous, ce que vous avez eu comme expérience autour de vous sur le stress et comment ça a pu éventuellement se manifester de manière dramatique sur vos proches, sur des gens que vous connaissez, ou bien vous-même. Est-ce que vous avez connu une situation de stress vraiment très grave à un moment donné? Donc, je vais couper la caméra. Donc, nous venons de voir ensemble un peu justement quelles étaient vos expériences autour du burn-out, du stress, etc. Et on va poursuivre le cours en allant un peu plus en détail sur le burn-out ou le syndrome d'épuisement professionnel. Alors, le burn-out, c'est tout simplement des personnes qui sont fatiguées sur les plans émotionnels, physiques, mental et intellectuel. Donc, je viens de vous faire part d'une expérience personnelle que j'ai vécue du burn-out, comme quoi ça peut avoir des conséquences plus ou moins graves sur nous. Donc, il est important de repérer aussi cette situation chez quelqu'un, chez un individu, chez soi-même, pour prendre les mesures en conséquence et éviter qu'il n'arrive une catastrophe. Donc, les symptômes sont un peu similaires à ceux du stress. On retrouve le trouble du sommeil, perte de la mémoire, maux de dos, ventre, migraine
isolement, agressivité, perte de confiance en soi, de motivation, anxiété, etc., etc. La liste n'est pas exhaustive. Le salarié en burn-out dépense son énergie jusqu'à en être totalement vidé. Il a en général d'importantes responsabilités ou des charges de travail importantes ou urgentes. Et donc, du coup, tout ça s'accumule et fait qu'à un moment donné, il est complètement épuisé. Ajoutez à cela, comme je vous ai expliqué pour mon ressenti personnel, des relations au travail qui ne fonctionnent pas très bien, des mauvaises relations avec son management et tout ça, ça s'accumule et ça crée cette situation de burn-out, d'épuisement professionnel. Donc le cerveau est tout simplement épuisé et ça engendre une perte d'efficacité qui du coup engendre ce cercle vicieux puisque comme nous sommes épuisés, nous mettons plus de temps à faire les choses et nous avons tout autant de travail et donc du coup voilà, on rentre dans un cercle vicieux, on n'est plus du tout à la hauteur, on n'arrive plus à gérer la situation et ça devient de pire en pire. Alors on parle dans un premier temps de surmenage. Le surmenage, c'est le trop de travail. On a trop de tâches, on a trop de charges de travail, ou alors ça part dans tous les sens, c'est pas organisé, ce qui fait qu'on peut pas être efficace et avancer. Donc ça c'est notamment dans le monde du travail, mais ça peut aussi être dans la vie de tous les jours, où à un moment donné, on arrive dans une période où tout s'accumule, déménagement, changement de boulot, changement de vie perso, on a un enfant, puis deux, puis trois, je sais pas, et en tout cas, on se retrouve sous une charge de choses à faire, une montagne de choses à faire, et on n'en voit plus le bout, et on s'épuise, on perd notre énergie, on perd notre efficacité, et on tombe dans un épuisement. Donc le stade de surmenage professionnel, puisque c'est celui dont on parle le plus souvent, le stade de surmenage, c'est un stade où on peut encore faire quelque chose pour éviter d'en arriver au burn-out et aux catastrophes qu'on a pu mentionner précédemment. Donc là, à ce stade, on peut encore éviter le pire. Mais il faut le détecter et agir. Et on a à l'inverse, plus loin, je voudrais dire, la dépression qui est un trouble mental et qui ne trouve pas toujours une cause spécifique. C'est une personne qui fait un burn-out ou un burn-out, on va le voir plus tard ce terme, qui peut aller jusqu'à la dépression. Donc vraiment, là, la dépression, c'est la conséquence, une des conséquences du burn-out, mais c'est aussi quelque chose qui n'a pas forcément sa conséquence du burn-out. Et donc, la législation, le gouvernement et tout ça évolue par rapport au burn-out. Et aujourd'hui, sous certaines conditions, en 2020, on a eu certains cas de burn-out reconnus comme maladie professionnelle. Donc, c'est tellement de plus en plus répandu, le burn-out, l'épuisement professionnel, le surmenage, que c'est maintenant, dans plusieurs cas, reconnu comme situation de maladie professionnelle. Donc, on a une grosse évolution à ce sujet. Alors, le burn-out, ou plus précisément, le burn-out, c'est une maladie mentale. Ce n'est pas une maladie mentale, pardon. Ce n'est pas une maladie mentale. Par contre, c'est un ensemble de symptômes qui peuvent s'accumuler les uns aux autres, résultant de la dégradation du travail, du rapport que l'on a au travail. Alors, ça se traduit par un épuisement émotionnel, physique et psychique. La personne a la sensation d'être vidée de ses ressources. Elle a tellement accumulé de choses à faire, elle a tellement travaillé et elle a tellement sollicité son mental sur plein de choses qu'elle se sent épuisée, vidée de son énergie. Ça, c'est le premier aspect, c'est l'épuisement, la fatigue. Après, cette situation d'épuisement va engendrer chez elle une attitude cynique dans le cadre de son travail. C'est-à-dire que pour se protéger de la déception émotionnelle, parce qu'elle n'arrive plus à rien faire, elle ne se sent plus capable, le professionnel se désengage de son travail, déshumanise les gens qu'il est amené à côtoyer, clients, patients, collègues, etc. Du coup, il adopte parfois de l'agressivité, un comportement dur, négatif, ou tout simplement complètement effacé. Et ensuite, il y a une dévalorisation qui se produit, qui se ressent de la personne, parce que la perte de sa sensation d'accomplissement au travail et l'impression de ne plus être à la hauteur va faire qu'à un moment donné, la personne, elle perd complètement confiance en elle. Donc ça, c'est une autre des conséquences du burn-out, de l'épuisement professionnel qui se traduit. Donc on a vraiment cette sensation d'épuisement, de fatigue, vidée de ses ressources, l'attitude qui va avec, ce qui génère de l'agressivité, un mal-être, etc. Et derrière,
tout simplement la perte de confiance complète, la dévalorisation de soi-même. Alors, quelques symptômes, hein, vous verrez que ça se rapproche beaucoup des symptômes que l'on a évoqués pour le stress. Les symptômes du burn-out sont le sentiment de perte de contrôle, des peurs mal définies, des tensions nerveuses, une humeur plutôt triste. On ne se retrouve plus, on n'a plus la joie de vivre, on n'est plus soi-même, on a l'impression de subir nos journées, de subir notre vie. On est assez irritable, voire hypersensible, ou au contraire complètement absent de ses émotions, on ne ressent plus rien. On peut vivre des troubles du sommeil. On peut avoir des tensions musculaires, notamment dans le dos et la nuque, comme j'ai pu vous l'expliquer par ma propre expérience. Moi, je me suis retrouvée avec donc, tout le dos bloqué. On peut aussi avoir des variations de poids, prise ou perte de poids à cause du stress et du burn-out. Des maux de tête, des nausées, des vertiges. On peut avoir aussi beaucoup de mal à se concentrer, à mémoriser les choses. On ne trouve plus ses mots. D'un coup, on n'est plus, on commence une phrase, on ne sait même plus de quoi on voulait parler. Ça, c'est un des symptômes. On a de plus en plus de mal à réaliser les tâches parce qu'on n'a plus l'énergie, on n'a plus le cerveau capable de réagir, de fonctionner. On a des difficultés à nuancer, on a des difficultés à prendre des décisions, à se positionner. On se replie sur soi. On a un comportement parfois agressif, voire violent. Une baisse de motivation et, comme je vous l'ai dit, une dévalorisation de ses propres compétences. Et donc ça, c'est important de le savoir pour soi, mais c'est important aussi de le savoir pour l'entourage. C'est-à-dire que de connaître tous ces symptômes nous permet d'identifier un cas de burn-out dans notre entourage, dans notre entreprise, dans notre équipe, etc., etc., et prendre les mesures pour faire prendre conscience à la personne qu'elle peut être dans cette situation et qu'il faut qu'elle fasse attention pour éviter qu'il y ait toutes ces catastrophes et ces conséquences sur sa santé. Alors, on va prendre un petit moment ensemble pour échanger justement sur le burn-out. Est-ce que vous sentez qu'à un moment donné, vous avez pu vivre une situation s'approchant du burn-out? Est-ce que vous l'avez approché, frôlé le burn-out? Si oui, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et avez-vous fait le test du syndrome d'épuisement que je vous ai envoyé? Et si oui, quel a été votre résultat? Donc, on va prendre un moment pour échanger ensemble là-dessus. Donc, du coup, nous venons d'échanger un petit peu sur le burn-out et votre vécu ou le vécu de votre entourage par rapport à ça. Et on a fait le point sur le test de syndrome d'épuisement et votre résultat. Donc, on poursuit. Donc, ce test vous sera envoyé pour que vous puissiez éventuellement le faire à des personnes que vous allez coacher, que vous allez accompagner ou de votre entourage pour déceler ce problème de syndrome d'épuisement au travail. Alors le burn-out, malheureusement, parfois c'est un état qui n'est pas reconnu par les individus. On ne se rend pas compte que l'on est dans une situation de burn-out ou qu'on l'effleure, en tout cas qu'on s'en approche, parce qu'on n'observe pas ce qu'il se passe, on n'observe pas ce qui se passe dans notre corps, dans notre tête, les relations avec les autres. En fait, on se dit pas que ça peut être lié à ce mal-être au travail. Donc, on n'observe pas les symptômes physiques, on n'observe pas les émotions négatives, l'agressivité, on ne fait pas attention au fait qu'on est inefficace, on se sent plongé dans une charge de travail et on ne se doute pas qu'on rentre dans en plus une inefficacité. On ne se rend peut-être pas compte non plus de nos problèmes de mémoire, de concentration. En tous les cas, il y a un refus de reconnaître son manque de capacité et cet épuisement généralisé de notre cerveau et de notre corps. Donc, c'est parfois non reconnu par l'individu, c'est parfois, on s'en doute un peu, mais on se sent un peu épuisé, on se dit, bon, on va prendre une semaine de vacances, puis ça va aller. Et au final, à un moment donné, c'est pas assez et le corps finit par dire stop. Comme j'ai pu vous décrire ma situation à moi de burn-out, si on n'écoute pas tous ces petits signaux, les petits symptômes dont je vous ai parlé, eh bien, et si on ne prend aucune précaution, notre corps va finir par lâcher littéralement, comme j'ai pu vous le mentionner. Et c'est à nous de dire stop, c'est à nous de s'écouter, c'est à nous d'écouter notre corps, les signaux, etc., pour prévenir ces situations de burn-out qui peuvent être dramatiques.
Donc, quelques petits conseils, c'est tout simplement d'écouter son corps avant toute chose, de s'observer, de s'analyser, et puis de se fixer des limites. Par rapport à nos capacités et de ne pas tout accepter, de ne pas se fixer non plus des objectifs inatteignables, de ne pas accepter des charges de travail qu'on ne serait pas capable d'honorer ou qui vont nous mettre en difficulté. Vraiment, se comprendre, se connaître et se fixer des limites. Déjà, nous, on pourra changer les choses à notre niveau. Prendre des précautions, tout simplement se fixer des limites, mais il y a plein d'autres choses que l'on peut faire pour se protéger. Prendre des précautions, s'organiser différemment, organiser bien mieux notre emploi du temps, etc. On verra comment on peut faire tout ça. Apprendre à gérer son stress par des modules comme celui qu'on est en train de faire et par d'autres moyens. S'organiser au travail et dans sa vie, on reviendra un peu plus tard sur tout ça, mais vraiment s'organiser déjà dans sa vie pour favoriser l'efficacité, le gain de temps et du coup diminuer le surmenage. Favoriser un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Ça, c'est rare. Des fois, on arrive à la maison, surtout quand on est embauché par une boîte qui a un peu de moyens, qui nous donne un ordinateur portable, un téléphone portable. On rentre chez nous le soir, on est toujours connecté, on a du mal à couper. Et donc, on ne fait plus la distinction. Bien là, du coup, on empiète sur notre vie personnelle. On n'a pas de pause, on n'a pas de déconnexion avec le travail et ça favorise le burn-out. Donc vraiment faire attention à ça. S'accorder des moments de bonheur, des moments de plaisir, des moments de déconnexion, des moments de bien-être. Et savoir qu'est-ce qui nous procure du bien-être, savoir qu'est-ce qui nous permet de faire une pause. Et ça, on rentrera plus en détail encore à travers ce module. Utiliser des outils de relaxation. Vous en connaissez peut-être déjà, vous en avez peut-être déjà pratiqué, mais la relaxation permet vraiment de se détendre, de couper, de se déconnecter. C'est un des outils que l'on va voir ensemble. Alors attention, si on n'accepte pas et qu'on ne reconnaît pas le burn-out, qu'on ne prend pas un temps pour soi pour se reposer, les conséquences seront dramatiques. Alors, quelques autres conseils pour éviter un burn-out. Dialoguer avec son supérieur hiérarchique. Alors, parfois, on a un petit peu peur. Donc déjà, il faut reconnaître le fait que ça y est, on est au bord de l'épuisement, on est au bord du burn-out. Et quand on reconnaît cette situation, qu'on reconnaît que c'est trop, qu'on a peut-être accepté trop de charges de travail, ou même si on ne l'a pas accepté, qu'on nous l'a imposé, si on s'aperçoit que l'on est limité, que l'on ne pourra pas tout réaliser dans des conditions raisonnables pour notre corps et notre cerveau, c'est plus intelligent et plus mature d'aller voir le supérieur hiérarchique pour l'alerter par rapport à cette difficulté que vous rencontrez, pour vous protéger et protéger l'entreprise, parce que si vous ne dites rien et que vous continuez comme ça et que vous allez au burn-out, et bien vous vous retrouvez en arrêt maladie et vous n'exercez plus votre poste. Et du coup, l'entreprise se retrouve embêtée parce qu'il n'y a plus personne pour le faire, ce travail. Et en plus, en général, ce qui se passe quand vous êtes en arrêt, c'est que la charge de travail est répercutée sur les autres. Donc, c'est les autres qui en pâtissent. Donc, si vous alertez et vous dialoguez avec votre supérieur hiérarchique en amont, vous pouvez prévenir ce problème et vous pouvez trouver des solutions et vous organiser pour l'éviter, l'épuisement. Savoir dire non aussi. Parfois, un responsable ne va pas se rendre compte de vos tâches au quotidien, ne va pas se rendre compte de la charge de travail ou des sujets que vous êtes en train de traiter. Et donc, il va vous demander de faire ci, de faire ça. Et si vous ne dites pas non, je ne pourrai pas, j'ai déjà ça en place, j'ai déjà ça en cours, etc., si vous ne savez pas dire non, eh ben, ça va s'accumuler et ça va vous pousser au burn-out. Apprendre aussi à partager votre charge de travail avec vos collègues, avec vos binômes, etc. Quand vous en avez besoin et que vous avez par exemple une grosse tâche à accomplir et que les petites tâches, vous ne pourrez pas les faire, si quelqu'un peut vous aider, essayez de le faire, essayez de partager votre charge de travail, peut-être de manière ponctuelle, peut-être que vous pouvez vous permettre de le faire avec telle ou telle personne, peut-être que vous prenez des choses à faire qui ne sont pas forcément dans votre scope de mission. Donc aussi, connaissez bien votre poste ou mission et essayez de répartir au maximum avec vos collègues. Organisez-vous, c'est un travail d'équipe. Savoir vous arrêter et prendre des congés. Alors, sans attendre d'être complètement épuisé. Donc justement,
avant même d'en arriver à une situation où on se sent vraiment épuisé et que là, on prend des vacances parce qu'on en a vraiment besoin, bah, prévenir justement ce sentiment d'épuisement. Ce n'est pas la peine d'attendre d'être fatigué pour prendre des vacances. On a besoin de temps de pause. On va le voir ensemble pendant ce module que notre cerveau a besoin de pause. On a besoin de ces moments de déconnexion. On n'est pas obligé d'attendre d'être complètement épuisé pour s'accorder ces moments. On peut se les accorder en amont pour prévenir un épuisement possible. Donc, savoir prendre des congés quand il faut et prendre contact avec vos représentants du personnel ou les représentants de la médecine du travail pour faire part de ce symptôme, de cette situation que vous êtes en train de frôler pour prendre les mesures qu'il faut pour gérer la situation. Alors, en plus du burn-out, il y a 2 autres situations aussi qui poussent à des problèmes qui engendrent des problèmes de santé. C'est une autre forme d'épuisement. On a ce qu'on appelle le bore-out, un épuisement professionnel en raison de l'ennui au travail. Alors, c'est ce qui provoque une baisse de motivation, une perte de confiance en soi et un manque de reconnaissance. C'est tout simplement un boulot dans lequel on ne va pas du tout s'épanouir, dans lequel on va s'ennuyer, dans lequel on sent qu'on ne va pas évoluer. Et du coup, on va avoir une grosse baisse de motivation et perte de confiance en soi de voir que l'on n'évolue pas et que l'on fait toujours la même chose, etc., etc., ou bien que l'on fait rien du tout. Je pense notamment aux courageux agents de sécurité qui sont toute la journée debout à attendre, à juste surveiller, à attendre debout. Parfois, il n'y a pas de public dans la structure qu'ils surveillent et ils sont là et ils s'ennuient toute la journée. Et ben, ces personnes-là peuvent faire un bore-out. C'est une autre forme d'épuisement professionnel. Et on a ce qu'on appelle le blurring, qui vient du verbe anglais to blur, qui veut dire estomper, effacer. En fait, c'est simplement la confusion entre la vie personnelle et la vie professionnelle. La limite entre les deux devient de plus en plus floue, elle s'estompe et l'équilibre de vie disparaît. Donc là, typiquement, comme je vous disais tout à l'heure, quand on est dans une grosse boîte et qu'on a du matériel personnel que l'on peut emporter à la maison, donc l'ordinateur portable de la société, le téléphone, etc., ou bien quand on fait même du télétravail, ce qui est vachement répandu en ce moment par rapport au Covid, et ben, c'est difficile après de distinguer, de séparer vie privée, vie professionnelle. Et on se retrouve finalement à mélanger les deux ou bien à trop être dans la vie professionnelle. Et donc, on se réveille avec le téléphone du boulot, on est tout de suite sur l'ordinateur ou on est tout de suite dans nos tâches. On rentre à la maison où on est en télétravail, on finit la journée, on reprend le travail. Il n'y a plus de distinction et ça mène à une autre forme d'épuisement. C'est parce qu'on ne s'arrête plus, on ne sait plus s'arrêter. Donc c'est important de vraiment se ménager et s'organiser dans sa vie pour avoir cette distinction. Donc vous qui serez des futurs, peut-être des futurs coachs bien-être, etc., des futurs indépendants, prenez bien cette notion en tête et essayez de vous organiser de manière à vraiment structurer votre vie perso et votre vie pro pour bien les distinguer et pas être complètement dans le travail et vous mener à l'épuisement d'une certaine manière. Donc, on va prendre un petit moment d'échange pour savoir si vous avez, vous aussi, vécu l'une de ces situations que l'on vient de décrire, le bore-out ou le blurring, et, ou bien dans votre entourage, si vous connaissez des gens qui auraient éventuellement vécu ces situations. Donc, nous avons pu échanger un petit peu sur ces situations de bore-out et de blurring, à savoir si c'est des choses que vous avez pu ressentir à un moment donné. Et donc, on poursuit en vous expliquant un petit peu comment fonctionne le corps humain. Alors, le corps humain, on dit qu'il a, entre guillemets, 5 logiciels interdépendants. En fait, il y a ce qu'on appelle donc, des organes qui fonctionnent par binôme. C'est-à-dire que quand un dysfonctionne, l'autre va très mal fonctionner aussi. Et du coup, engendre un déséquilibre global du corps. Donc, on a notamment le foie qui fonctionne avec la vésicule, le cœur avec l'intestin grêle, les poumons avec le gros intestin, les reins avec la vessie et l'estomac avec la rate. Donc, comme je vous ai dit, s'il y en a un qui dysfonctionne, le binôme est complètement altéré.
Donc, il est important de favoriser l'équilibre de notre corps. Et donc, on le verra ensemble, les émotions ont un impact aussi sur les organes. Le stress engendre la mauvaise circulation du sang et de l'énergie, ce qui produit de la chaleur et donc des inflammations. Ces effets se manifestent principalement sur les organes vitaux, comme vous pouvez le voir dans la photo et puis sur ce que je viens de vous mentionner, et créent des dysfonctionnements. Il est donc impératif de contrôler l'effet du stress sur ces organes par la gestion du stress, mais également d'apporter un équilibre par d'autres moyens et outils. On l'a vu aussi un petit peu. Au tout début, je vous parlais de respiration et je vous parlais aussi d'alimentation, d'équilibre de vie, hygiène de vie, etc. Il faut savoir quand même que le stress est un déclencheur de 3/4 des maladies par cet impact qu'il a sur nos organes, par ce dysfonctionnement qu'il génère dans notre corps. Alors, on l'a vu, on le voit de plus en plus. Il y a de plus en plus d'études, de plus en plus de livres qui sortent à ce sujet. On le sait aujourd'hui et on en a un peu parlé pendant nos échanges, le corps et l'esprit sont liés. Donc à un moment donné, le corps s'exprime par rapport à des choses que l'esprit a pu ressentir, a pu vivre, et notamment des émotions négatives. Le stress va déclencher telle et telle réaction de notre corps, de l'eczéma, des problèmes de santé, etc. On dit que 80% des maladies sont liées aux émotions et à l'esprit. Toute émotion négative engendre des conséquences sur notre corps et sur notre organisme. Si elles ne sont pas gérées à temps, elles peuvent engendrer des conséquences dramatiques et irréversibles, comme on a pu l'aborder ensemble. Et vice-versa, c'est-à-dire que si à un moment donné on a un dysfonctionnement dans le corps, on va avoir une baisse de morale, on va avoir une baisse d'estime de soi, baisse de confiance en soi, on va même avoir de la peur, de la tristesse qui engendreront encore davantage de problèmes sur notre santé. C'est un cercle vicieux. On parle aussi des médecines holistiques. Les médecines holistiques, eux, prennent en charge l'individu dans sa globalité et traitent les deux aspects de l'homme. Le corps et l'esprit. Donc, c'est-à-dire qu'on va venir en expliquant qu'on a de l'eczéma, qu'on a des troubles de digestion, troubles du sommeil. Et les professionnels de ces médecines vont essayer de comprendre d'où peuvent venir ces maux qui se manifestent dans notre corps. Donc, c'est ça qu'on appelle prendre l'individu dans sa globalité. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qui est entendu par le terme holistique. Alors, le corps reflète nos émotions et pour cela, je vous invite à consulter l'ouvrage de Jacques Martel, le dictionnaire des malaises et des maladies, qui permet en fait de reprendre un mot, un problème de santé que l'on peut vivre, un trouble, un déséquilibre que l'on vit. Et en consultant ce dictionnaire par mot, on peut remonter jusqu'à l'émotion, jusqu'à l'aspect mental des choses pour comprendre ce qu'il a pu se passer dans notre tête, qui a pu engendrer et faire émerger tel problème sur notre corps. Donc, on va prendre un moment pour citer des exemples par rapport à ça. Pour les élèves en replay, vous avez juste à consulter cet ouvrage par rapport à ce que vous avez pu rencontrer comme problème et pour remonter jusqu'à votre problème émotionnel. Et nous, on va ensemble prendre le temps d'échanger là-dessus en consultant cet ouvrage. Donc du coup, voilà, nous avons pris un petit moment pour s'analyser grâce à ce dictionnaire des mots et des maladies, enfin des malaises et des maladies de Jacques Martel. On a pu reprendre chacune un peu nos principaux problèmes de santé pour en faire le lien avec des problèmes émotionnels que l'on a pu vivre à tel ou tel moment de notre vie et pour mieux se comprendre. Comme je vous disais, je vous invite aussi à consulter d'autres livres un peu dans le même esprit, comme Écoute ton corps ou Les 5 blessures qui nous empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, qui nous permettent en fait par le physique, par les problèmes de santé, mais aussi par l'apparence physique, de détecter un peu quels sont les gros sujets que telle ou telle personne peut avoir. Et donc nous-mêmes aussi de mieux se comprendre grâce à ces outils. Donc on va arrêter ici pour aujourd'hui et reprendre le cours suivant demain pour ce qui concerne les émotions.